Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Francis Manville, je suis étudiant au doctorat en écologie avec Timothy Poiseau à l'Université de Montréal et Dominique Gravel à l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de mon premier chapitre de thèse qui porte sur la structure des réseaux trophiques, donc les réseaux de prédateurs et de proies, dans les milieux naturels. Tout d'abord, c'est important de reconnaître que quand on parle de biodiversité, c'est beaucoup plus une question d'espèces. Imaginez si vous vous promeniez dans une forêt ou une montagne, pouvez identifier une espèce de fougère, une espèce de grenouille ou encore une espèce de coléoptère. Mais en réalité, la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, non seulement il y a les espèces qui sont présentes dans le milieu, mais également leurs interactions entre elles qui sont importantes. Quand on parle d'interaction, on pense par exemple à la pollinisation. On pense également au parasitisme. On peut également penser aux interactions trophiques où une espèce consommerait une autre espèce pour se nourrir. Et l'ensemble des interactions dans un milieu donné forment un réseau. Ici, chaque point représente une espèce différente et chaque lien représente une connexion entre les espèces ou une interaction entre elles. Ici, par exemple, on a en bleu notre martin-pêcheur et un poisson, ça pourrait être une truite par exemple, et qui seraient connectés entre elles parce que le martin-pêcheur consomme la truite. Qu'est-ce qui est intéressant quand on représente les écosystèmes sous forme de réseaux, c'est que les propriétés des réseaux nous donnent des informations importantes sur le fonctionnement des écosystèmes, mais également sur leur stabilité ou leur résilience face aux changements dans leur environnement. Ici, par exemple, on a mis l'accent sur le fait que le réseau était compartimentalisé en deux compartiments. Donc, on a un gros compartiment en jaune et un plus petit, formé de 4 espèces, en rouge. Et pourquoi c'est important? C'est qu'imaginez qu'on a une perturbation dans le compartiment du bas, donc représenté par la tête de mort rouge. Si on parle de perturbation, on peut penser à une espèce qui disparaît ou encore une espèce qui serait moins abondante à cause de changements dans l'environnement. Ici, si c'est une espèce qui fait partie du compartiment du bas, on s'attendrait à ce que les effets négatifs soient limités dans le compartiment où l'espèce est présente. Par contre, si l'interaction, pas l'interaction, mais si la perturbation a lieu dans le compartiment en haut, un compartiment un peu plus gros, on s'attendrait à ce que les effets soient un peu plus sentis par un plus grand nombre d'espèces dans le milieu. Donc, connaître la structure du réseau, c'est important. Ça nous donne beaucoup d'informations sur le fonctionnement des écosystèmes, mais également, c'est important dans un contexte où les écosystèmes sont en train de changer à cause des changements climatiques et des changements dans l'utilisation du territoire. Donc, si on veut bien s'adapter à ces changements-là, c'est important de savoir comment les écosystèmes sont structurés. Ce sont les deux défis principaux quand on étudie l'interaction entre les espèces. Le premier défi, c'est que les interactions sont difficiles à mesurer ou à échantillonner sur le terrain. Imaginez, par exemple, que vous échantillonnez une communauté aquatique qui possède 100 espèces. En réalité, dans le réseau, il y aurait 100 au carré, donc 10 000 interactions possibles entre ces espèces-là qu'il faudrait déterminer s'ils sont possibles ou non. Ça fait beaucoup d'échantillonnage, ça implique beaucoup de coûts et beaucoup de temps pour échantillonner tout ça. Donc, les écologistes ont développé des modèles mathématiques pour essayer de reconstituer les réseaux à partir d'autres données qui ont déjà été échantillonnées. Le problème avec ça, c'est qu'il existe beaucoup de mécanismes écologiques possibles qui régissent les réseaux écologiques. Par exemple, on peut penser justement aux espèces qui sont présentes dans le milieu. On peut également penser à l'abondance des espèces. Donc, deux espèces qui seraient plus abondantes auraient plus tendance à interagir entre elles, juste par chance. Il y aurait également les relations évolutives entre les espèces. Donc, deux espèces qui seraient proches évolutivement auraient tendance à interagir avec les mêmes espèces. On pense aussi aux traits des espèces. Donc, par exemple, à leur taille, qui influence également leur taille ou leur comportement, qui influence également leur interaction. Finalement, il y a des variables environnementales, comme le climat ou d'autres variables par rapport à la structure de l'habitat, qui peuvent influencer toutes sortes de choses sur les réseaux. Non seulement les espèces, leur présence, leur abondance, mais également la réalisation de leur interaction. Donc, il y a vraiment beaucoup de mécanismes, et des fois, c'est difficile pour un écologiste de choisir quel mécanisme inclure dans le modèle. Nous, une solution qu'on a explorée, c'est d'utiliser le principe d'entropie maximum,
C'est un principe qui est souvent utilisé en physique ou en mathématiques ou en statistique pour essayer de reconstituer la structure des réseaux à partir des informations qu'on a de disponibles. Donc, ici, juste à titre d'illustration, on a à gauche une image simple et à droite une image un peu plus complexe. Et donc, ce qu'on faisait par là, c'est que si on avait une information par rapport à la couleur d'un des pixels de l'image à gauche, ça nous donnerait beaucoup moins d'informations que si on connaissait la couleur d'un des pixels pour l'image à droite. Étant donné qu'à l'image à droite, les couleurs sont beaucoup plus hétérogènes, plus de texture. Dans les réseaux écologiques ou dans les écosystèmes naturels, on s'attendrait à ce que les écosystèmes soient plus complexes, étant donné le temps que ça a pris pour les écosystèmes pour se développer. Et comment ça fonctionne, ce principe-là? En pratique, c'est un peu comme faire des cupcakes, dans la mesure où, d'abord, on doit choisir les bons ingrédients. Pour le principe d'entropie maximum, les ingrédients, c'est les variables d'état, donc les variables qui décrivent l'écosystème dans son ensemble. Ces variables d'état-là seraient utilisées comme des contraintes qui font en sorte qu'on va trouver une structure de réseau qui respecte ces variables d'état-là ou ces contraintes. Ensuite, il faut bien les mélanger. Donc, ici, dans notre modèle, ce que ça implique, c'est de trouver la bonne méthode mathématique, que ce soit de façon analytique ou de façon heuristique, pour trouver la structure de réseau qui nous importe. Ensuite, on peut goûter. Donc, ça veut dire explorer les aspects de notre réseau qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, selon les données empiriques euh, qui sont à notre disposition, et au besoin adapter notre recette pour faire en sorte qu'on obtienne un résultat qui est plus proche de ce qu'on observe en nature. Donc d'abord, nous, ce qu'on a fait, on a commencé avec un modèle simple où nos ingrédients sont le nombre d'espèces et le nombre total de connexions dans le réseau. Ensuite, pour les mélanger, on trouve la structure la plus complexe possible en respectant les contraintes. Ici, donc, les contraintes par rapport au nombre d'espèces, au nombre de points et au nombre de connexions, donc au nombre de lignes qui relient deux points. Donc, ça implique analytiquement de trouver des mesures de propriétés qui sont le plus complexes possible. Donc, ça veut dire qu'ils nous donnent le plus d'informations possible, qui sont le moins biaisées possible, selon ces contraintes-là. Ou enfin, on peut utiliser une méthode par permutation, qui vont juste changer deux connexions de barres et voir si le réseau est plus complexe à partir de ces permutations-là. Pour goûter, on a comparé nos prédictions avec les données qui sont disponibles dans la base de données Mangold, qui est une base de données sur les interactions écologiques un peu partout à travers le monde. À gauche, on a les données, les communautés qui ont été échantillonnées. À droite, on a des exemples de réseaux. Ici, notre première prédiction, on a testé pour voir si notre modèle était capable de reproduire le nombre de points et le nombre de prédateurs pour chaque espèce dans le réseau. Ça, c'est une propriété super importante en écologie des réseaux. Donc, en haut, on a le graphique pour nos données, et en bas, on a notre graphique pour notre prédiction. En X, c'est le nombre relatif de proies d'une espèce, et en Y, c'est le nombre relatif de prédateurs d'une espèce. Et chaque point correspond à une espèce dans un des réseaux. Donc ici, on voit que notre modèle prédit en général beaucoup plus de proies et de prédateurs pour les espèces que ce qui est observé dans les données. Ça pourrait indiquer que probablement que nos contraintes ou nos ingrédients ne sont pas suffisantes pour reproduire au moins cette espèce-là en particulier de la structure des réseaux. Ensuite, une autre chose qu'on a observée, c'est est-ce que les erreurs dans la distribution qu'on a, donc la distribution du nombre de proies et de prédateurs pour chaque espèce, que ces erreurs-là sont corrélées avec la proportion de connexions qui sont réalisées dans le réseau. Par exemple, si on retourne à la communauté de poissons tout à l'heure, où il y aurait 100 espèces, on s'attendrait à ce qu'il y aurait 10 000 interactions possibles entre ces espèces-là. Et la proportion de connexions réalisées, c'est simplement le nombre total de connexions divisé par le nombre total de connexions possibles dans le réseau. Ici, on voit que notre modèle performe beaucoup mieux pour les réseaux qui ont une grande proportion de connexions réalisées. Ensuite, une autre des prédictions qu'on a obtenues, c'est par rapport à différents aspects de la structure du réseau. Donc, au lieu d'utiliser le modèle pour prédire directement
propriété en particulier, on utilise le modèle pour prédire le réseau le plus complexe possible et on a calculé certaines mesures par rapport à ce réseau-là. Une des mesures importantes qu'on a regardées, c'est la distribution des motifs. Donc, les motifs, c'est tout simplement trois espèces qui interagissent entre elles de différentes façons. Donc, on voyait les différents motifs, les cinq plus communs en haut. Donc, ici, on voit que notre modèle ne performe pas mieux qu'un modèle nul, donc un modèle qui ne tient pas compte de ce mécanisme-là. Donc, ici, en jaune, on a nos prédictions. En rouge, on a nos données empiriques. Et en bleu, on a notre modèle nul. Et on voit que notre modèle ne fonctionne pas très, très bien par rapport à cette propriété-là. Donc, ça indique qu'on doit probablement changer la recette. Donc, il y aurait probablement un ingrédient ou deux qui ferait en sorte que qui nous manquerait pour avoir vraiment notre bon cupcake ou notre bon réseau, notre bon réseau privé. L'autre élément qu'on a essayé d'ajouter, c'est ajouter le nombre de proies et le nombre de prédateurs pour chaque espèce dans le réseau. Donc, encore une fois, on a essayé de trouver la structure la plus complexe possible en respectant ces contraintes-là. Aussi par permutation, le modèle est un peu plus complexe. Ici, on observe que notre modèle performe beaucoup mieux que le modèle précédent. Donc, encore une fois, pour la distribution des motifs, on voit en bleu notre modèle qui a des proportions similaires aux données empiriques et qui performe beaucoup mieux qu'un modèle nul. Une autre des choses qu'on a observées, c'est que les données prédites par rapport à l'emboîtement des réseaux, donc ça veut dire la proportion de la diète des espèces, en fait, à quel point la diète des espèces spécialistes est un sous-ensemble de celle des espèces spécialistes. À quel point les données prédites euh, permettent de reconstituer cette propriété-là. Et on observe que notre modèle ici performe très bien pour reconstituer cette propriété-là ici. Par contre, quand il est question de niveau tropique maximum, on remarque que notre modèle performe un peu moins bien ce qui aurait été entendu. Donc, le modèle en particulier prédit des niveaux trophiques maximum. Donc, ça veut dire le nombre d'étapes à partir de la base pour arriver au sommet du réseau. Il prédit un niveau beaucoup plus important que ce qui est observé dans les données empiriques. Donc, notre recette est un peu meilleure, donc notre modèle est un peu meilleur, mais il manquerait encore un ou deux ingrédients pour faire en sorte de reconstituer l'ensemble des propriétés des réseaux qui sont d'intérêt en écologie. Donc, une contrainte qui serait explorée, donc, qu'on pourrait ajouter pour avoir des meilleures prédictions, serait par rapport justement au niveau trophique maximal qu'on pourrait utiliser pour contraindre la structure des réseaux. Donc, l'application du principe d'entropie maximum en écologie peut être utilisée de différentes façons. Peut être utilisé pour prédire les propriétés des réseaux avec un minimum de biais, comme on a fait. Il peut être également utilisé pour comprendre les mécanismes écologiques à la base des réseaux. Donc, en identifiant les contraintes importantes, ça nous indique quels mécanismes écologiques sont en fait responsables de la majorité de la structure des réseaux qu'on trouve en nature. Ça permet également d'améliorer la qualité de d'autres modèles prédictifs. Par exemple, si on connaît la structure du réseau avec notre modèle, ça nous permet de pouvoir faire de meilleures prédictions par rapport non seulement à la structure du réseau en son ensemble, mais par rapport à l'interaction entre deux espèces, si elle est présente ou absente dans un milieu en particulier. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible en ligne pour répondre à vos questions. Et vous pouvez visiter mon site internet, me contacter par courriel ou même sur Twitter si vous avez des questions ou des intérêts par rapport à ma recherche. Bonjour.